Alors, autre façon de négocier. Donc il y a quand même des précautions à prendre dans la façon dont on négocie sous l'empire du nouveau droit. D'abord, il y a une dizaine de points importants sur la façon de négocier auxquels il faut faire attention. D'abord, la bonne foi. Alors, la bonne foi est vraiment un leitmotiv dans le nouveau droit des contrats. Puisque maintenant, alors certes, l'ancien Code civil prévoyait déjà que les conventions devaient être exécutées de bonne foi. L'article 1104 nouveau prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Et il nous précise que cette disposition est d'ordre public. Alors, c'est l'un des rares articles où il y a marqué expressément que c'est d'ordre public, mais il ne faut pas se fier à ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dispositions, même s'il n'est pas marqué expressément que c'est d'ordre public, qui le sont, parce que la rédaction fait penser que c'est impératif, que c'est un ordre de la loi. Donc bon, là c'est marqué clairement, hein, on ne peut pas se tromper. Alors la nouveauté là-dedans, c'est que maintenant les contrats doivent être formés de bonne foi. Ça n'existait pas dans l'ancien code. Ça n'existait quasiment pas dans la jurisprudence. Parfois, les commentateurs, vous avez des dizaines de livres qui sont écrits, ils ont trouvé un arrêt qui disait ça, mais c'est un arrêt isolé. Ça laisse place quand même à beaucoup de marge d'interprétation et beaucoup d'imagination de la part des plaideurs, parce que ça veut dire que maintenant, on peut contrôler, finalement, on peut tenter de contrôler l'intention. Un plaideur va dire, mais le contrat, il n'a pas été formé de bonne foi. Vous m'avez fait reprendre telle entreprise, telle concession, et vous ne m'avez pas tout dit. Donc ça permet un champ d'application élargi de l'obligation d'information. Cette notion de formation de bonne foi, elle va avoir des implications. Donc, alors bien entendu, il n'est pas marqué que ça couvre la fin du contrat, mais naturellement, l'obligation de bonne foi concerne également la fin du contrat. Il y a beaucoup de jurisprudence sur ce plan. Alors, les risques liés à ça, à cette obligation de bonne foi qui est vraiment renforcée, c'est qu'il y a beaucoup de procès dans lesquels les parties invoquent maintenant la bonne foi pour obtenir des obligations qui n'étaient pas forcément prévues au départ. Alors, je vais vous donner un exemple typique et un exemple de l'aléa judiciaire auquel ça peut conduire. Là, il y a une marque américaine qui a décidé, une marque de voiture, qui a décidé il y a 2 ans de se retirer du marché européen. Bon, c'est d'ailleurs pas une décision isolée. Beaucoup de marques américaines considèrent que l'Europe n'est plus un continent prometteur et donc abandonnent l'Europe ou la Russie et misent tout sur l'Asie. Donc c'est le choix qu'ils ont fait. Ils ont dit on arrête de vendre des voitures en Europe, on ne fait plus que le service après-vente pendant 10 ans. Et donc, ça veut dire que les contrats de distribution vont être résiliés avec un préavis de 24 mois. Bon, normalement, la marque américaine ou sa filiale européenne n'avait aucun problème juridique, en principe, puisque le contrat prévoyait un préavis de 24 mois. Le droit positif prévoit L442-6, dans ce cas-là, un préavis de 24 mois ou moins. Donc, a priori, ils étaient tranquilles. Le tribunal de commerce de Paris a rendu des jugements très différents, puisque, dans un premier temps, le tribunal de commerce a dit « Oui, vous n'avez commis aucune faute, je n'ai pas de faute à vous reprocher, mais suivant l'argumentaire des concessionnaires, le tribunal de commerce a dit « Vous avez une obligation de bonne foi, et l'annonce soudain de l'arrêt de la distribution de vos véhicules en Europe, à la télévision, à la radio, à la bourse, tel jour, est un tel cataclysme que vous deviez faire en sorte de maintenir le niveau des ventes pendant 24 mois. » Les ventes, naturellement, les concessionnaires ont perdu un peu courage, les ventes se sont écroulées et donc ils n'ont plus passé de commandes. Et donc le tribunal a dit, votre obligation de bonne foi vous oblige à maintenir le contrat pendant 24 mois et vous devez faire plus que ce qui est prévu au contrat. Donc là,
une dizaine de jugements du tribunal de commerce de Paris, de la 13e chambre, en ce sens. Une autre chambre du tribunal de commerce de Paris, saisie du même problème un peu plus tard, la 19e, dans 5 jugements, a dit non, vous avez respecté vos obligations contractuelles, je ne peux pas inventer au nom d'une prétendue bonne foi des obligations qui n'existent pas au contrat, même s'il y a eu moins de ventes, ben, tant pis, hein, il y a eu moins de ventes, et donc à débouter les concessionnaires. Donc vous voyez, avec la bonne foi, on peut faire beaucoup de choses et ça crée un aléa. Donc c'est un exemple des discussions qui peuvent avoir lieu sur la bonne foi. Bon, j'ai un autre procès en cours actuellement où dans un contrat, il y avait une clause d'agrément qui permettait aux fournisseurs de refuser sans motif la cession du contrat à un tiers. Bon, c'est des clauses qui font l'objet d'une jurisprudence assez variée, mais enfin on trouve de la jurisprudence qui valide les clauses d'agrément sèches. Le fournisseur avait néanmoins négocié avec son groupement un aménagement de la clause d'agrément en disant qu'il donnerait des raisons objectives pour justifier l'agrément. Mais cette clause n'entrait en vigueur qu'1 an après. Et donc, pendant cet intervalle de 1 an, il y a eu un refus d'agrément sec parce que le fournisseur ne voulait pas du repreneur éventuel. Donc, refus, présentation d'un autre candidat, mais l'autre candidat, il lui était reproché que son offre était moins favorable de quelques millions d'euros. Et donc, procès, demande d'indemnité de 10 millions d'euros pour manquement à l'obligation de bonne foi. Et là, la question est de savoir, est-ce que, dès lors que vous avez proposé, avec un effet 1 an après, une clause d'agrément moyennant des motifs, est-ce que la bonne foi ne vous obligeait pas à l'appliquer déjà avant? Donc, on attend la décision de la Cour d'appel sur ce point. Alors, pour l'instant, la jurisprudence antérieure à la réforme du droit des contrats de la Cour de cassation nous dit, depuis 2007 jusqu'à 2017, il y a encore un arrêt qui vient d'être rendu récemment par la Cour de cassation sur ce point, elle pose des limites à la bonne foi. Elle nous dit, si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties. Donc la Cour de cassation, pour l'instant, a posé des limites. Elle dit, oui, il faut appliquer les prérogatives contractuelles de bonne foi, mais on ne peut pas, au nom de la bonne foi, inventer des prérogatives contractuelles qui n'existent pas, ou supprimer des prérogatives contractuelles qui existent. Donc la grande question va être de savoir, est-ce que cette jurisprudence va résister à la réforme du droit des contrats? En principe, elle devrait résister. Alors, les plaideurs, maintenant, connaissent cette jurisprudence, et qu'est-ce qu'ils disent? Ils essayent de dire que c'est peut-être pas la bonne foi qui implique de faire ça, c'est l'équité. Il y a un article du Code civil qui vise l'équité, ou bien le maintien de l'équilibre du contrat. Donc, ils sont en train de dévier sur des nouveaux fondements juridiques qui ressemblent un peu à la bonne foi, mais je pense que ce qu'on essaie de faire, c'est de dire que ce soit au nom de la bonne foi ou au nom d'un concept inventé qui s'y rattache de près ou de loin, eh bien, on ne peut pas inventer des prérogatives qui n'existent pas ou les supprimer. En tout cas, il faut se dire, quand vous négociez, il faut vous dire que il faut regarder, il faut faire une auto-évaluation. Est-ce qu'un juge considérerait que je suis de bonne foi? Et est-ce que j'ai des éléments pour le prouver? Est-ce que je peux documenter ma bonne foi? Et notamment, est-ce que je peux arriver à montrer que j'ai fourni toute l'information précontractuelle à mon co-contractant à laquelle il avait droit? Parce qu'on a également un nouvel article 1112.1 du Code civil qui consacre une obligation d'information précontractuelle étendue qui va vraiment loin. Donc cette obligation d'information étendue, elle est d'ordre public. Je vais essayer de retrouver le texte complet de 1112.1 parce qu'il est assez précis et il va assez loin. Alors maintenant, dans ce nouvel article, on nous dit « Celle des parties
qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer, dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son co-contractant. Et là aussi, c'est un droit d'ordre public qui ne peut pas être... L'article nous dit les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir d'information. Alors là, cet article-là, il a beaucoup inquiété les fédérations patronales, les fédérations d'entreprises, parce que on se dit ça va quand même assez loin. Alors, certes, lorsqu'on dit on doit cette information à celui qui ignore légitimement cette information, là on peut se dire ça maintient quand même une obligation de l'autre partie de se renseigner. Donc là, ça peut encore aller. C'est-à-dire que, certes, moi j'ai une obligation d'information, mais mon partenaire, notamment s'il est un professionnel averti, il doit lui-même se renseigner. Et donc ça me permet de limiter quand même mon obligation d'information, parce que je peux lui dire, moi j'ai dévoilé un certain nombre de choses, pour le reste, vous étiez un professionnel averti du secteur, par exemple vous étiez déjà distributeur de matériel agricole, vous étiez censé savoir un certain nombre de choses, ou bien vous étiez un ancien cadre dirigeant de mon entreprise, vous avez décidé de devenir distributeur de mon entreprise, vous aviez des connaissances accumulées depuis 20 ans. Donc là je peux faire valoir l'obligation réciproque de se renseigner. En revanche, ils ont rajouté une petite phrase qui dit que ça ne joue pas si le co-contractant fait confiance à son co-contractant. Donc là, on a l'impression que le devoir de se renseigner, il n'existe pas lorsque l'autre partie me faisait confiance. Et donc, alors, on ne sait pas trop ce que c'est les contrats de confiance en l'espèce. La chancellerie essaie de minimiser un peu ça en disant bon, c'est uniquement les contrats dans lesquels il y a vraiment des parties privées, dépendantes, etc., qui vraiment vous ont fait confiance. C'est vraiment des contrats très, très peu nombreux. Le risque qu'on a, c'est que des contrats dans lesquels un co-contractant peut faire valoir qu'il faisait confiance, il peut y en avoir beaucoup, et notamment, est-ce qu'un contrat de franchise, c'est pas un contrat où le franchisé nécessairement fait confiance au franchiseur qui détient le savoir-faire? Donc est-ce qu'on n'a pas une obligation renforcée d'information sans devoir de se renseigner dans un certain nombre de contrats commerciaux de confiance? Donc ça, c'est un nid à contentieux nouveau qui peut se développer. Alors qu'est-ce qu'on conseille à nos clients de faire, vu ce devoir d'information précontractuel renforcé? On leur dit que peut-être même que lorsque, vous savez, en matière de distribution, lorsqu'on demande un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité à un distributeur, il faut, depuis la loi Doubin, lui fournir un document d'information précontractuelle 20 jours avant la formation du contrat. Et c'est extrêmement réglementé, il y a tout un ensemble d'informations qu'il faut lui transmettre. Le conseil qu'on donne maintenant aux fournisseurs qui ont un réseau de distribution, même s'ils ne sont pas soumis à la loi Doubin, parce qu'ils ne demandent pas forcément d'engagement d'exclusivité, ou bien ils ne mettent pas forcément à la disposition de leur distributeur une marque ou une enseigne. Bon, c'est par exemple les contrats de bière, les contrats d'approvisionnement exclusif de bière ou de boisson ne sont pas soumis à la loi Doubin parce qu'il n'y a pas autorisation d'utilisation d'une marque. Donc même si on n'est pas soumis à la loi Doubin, on leur dit faites la loi Doubin quand même, ça coûte pas cher et au moins comme ça vous pourrez dire que vous avez transmis toute l'obligation précontractuelle nécessaire. Donc là ça c'est juste le récapitulatif de la loi Doubin avec tout ce qu'il y a dedans. Donc on se dit, voilà, avec ça au moins vous serez à peu près tranquille. Alors il y a des avocats, notamment spécialisés en franchise, qui disent maintenant que la loi Doubin même ne serait plus suffisante par rapport à un franchisé, vu le texte du Code civil. Enfin, je dirais, la loi Doubin, c'est quand même déjà une protection. Alors, une autre façon de faire, c'est de documenter le fait que vous avez transmis l'information, notamment par mail. Donc là, je dirais que ça implique vraiment de garder pendant au moins 5 ans, sur chaque contrat,
en informatique, il faut garder à tout prix tous les échanges de mails, et il faut que ce soit la direction juridique qui le fasse, parce que les opérationnels ont un turnover beaucoup trop important et ne conservent pas forcément leurs mails. Et donc il faut garder vraiment tous les échanges de mails qui ont eu lieu lors de la formation du contrat, et il faut se faire un document pré-contractuel et contractuel, contrat par contrat, et le conserver pendant 5 ans, au moins. Donc, parce que c'est la durée de la prescription. Alors, il vaut mieux conserver un peu plus longtemps, parce que l'expérience montre que dans les procès, les plaideurs essayent toujours d'allonger la prescription, parce qu'ils disent qu'elle ne commence à courir qu'à compter du moment où ils étaient en mesure d'avoir connaissance du fait en question. Et ils vous disent, moi je n'avais pas connaissance du fait au moment du fait, mais j'avais connaissance du fait au moment, par exemple, du bilan ou du compte de résultat, qui m'a permis de me rendre compte que le fait en question me faisait faire des pertes. Donc c'est 18 mois après. Donc, et ils essayent toujours d'allonger la prescription. Donc il ne faut pas tout jeter au bout de 5 ans pile. Il vaut mieux le garder encore quelques années de plus. Alors, naturellement, quand vous négociez, il faut être d'une parfaite bonne foi. Le nouveau code civil vous le rappelle. Bon, c'était déjà la jurisprudence, mais le nouveau code civil vous le rappelle encore une fois. Nouvel article 1112, il faut être de bonne foi lors de la négociation et il ne faut pas la rompre abusivement. Donc là, il faut faire attention. Si vous mettez fin à des pourparlers, vous n'êtes pas obligé de donner des motifs, mais il faut faire attention de ne pas vous être engagé dans des pourparlers extrêmement avancés et d'arrêter du jour au lendemain. Donc il vaut mieux, et il faut bien aussi documenter l'arrêt des pourparlers. Alors si vous arrêtez des pourparlers de façon brusque, ce que vous risquez, et ce que vous risquez d'autant plus que c'est codifié maintenant dans le Code civil, c'est d'être soumis à une action en responsabilité de la part de votre co-contractant qui n'a pas réussi à négocier avec vous. Alors, heureusement, là, le Code civil codifie la jurisprudence Manoukian, c'est-à-dire qu'il vous dit que si vous mettez fin de façon abusive à des pourparlers, vous ne devez pas à l'autre partie les bénéfices qu'elle aurait pu attendre de ce contrat qui ne s'est pas fait, mais simplement les dommages, les pertes subies, les coûts subis à cause de la négociation. Si, par exemple, vous négociez pendant des mois avec quelqu'un pour qu'il fasse une boutique de duty shop à Dubaï, et vous arrêtez brusquement les négociations, vous ne lui devez pas 5 ans de marge sur le contrat de Dubaï, mais vous lui devez ses frais d'avocat, les voyages à Dubaï, les frais d'avion, etc. Donc c'est ça la jurisprudence Manoukian. Le nouveau code codifie également les obligations de confidentialité dans le cadre des pourparlers. C'était déjà le droit positif, mais donc il dit clairement que celui qui utilise sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité. Donc là, il faut en être bien conscient, et il vaut mieux quand même prévoir un accord de confidentialité en plus, un NDA, parce que le code ne nous dit pas qu'est-ce qui est confidentiel, combien de temps, donc tout ça, il vaut mieux le formaliser. Il y a des nouvelles règles d'offre et d'acceptation, mais qui ont plutôt l'air de codifier la jurisprudence. Alors, l'avantage de ça, c'est que notre droit était peu précis sur l'offre et l'acceptation, contrairement au droit américain, par exemple, où tout est réglementé à la virgule près. Là, on commence à réglementer de façon beaucoup plus précise, et on nous dit que en ce qui concerne une offre, sa rétractation avant le délai contractuellement prévu ou avant un délai raisonnable, s'il n'y a pas eu de délai convenu précis, empêche la conclusion du contrat et engage la responsabilité. Donc ça veut dire qu'on abandonne définitivement en matière d'offre et d'acceptation le fait que le retrait de l'offre impliquerait la conclusion du contrat. Ça n'implique pas la conclusion du contrat, mais ça engage la responsabilité. Et encore une fois, toujours le même principe, la responsabilité, ce n'est pas tous les avantages attendus du contrat qui auraient pu être conclus, c'est les pertes subies. Même chose que la jurisprudence Manoukian. On applique en matière d'acceptation la théorie de la réception à la place de la théorie de l'émission. Il faut être prudent également en matière de promesses unilatérales et de pactes de préférence. En matière de pacte de préférence, là, le nouveau code codifie la jurisprudence selon laquelle le bénéficiaire peut exiger l'annulation du contrat
passer avec un tiers en méconnaissance de ses droits. Alors, il accentue un peu quand même, il est plus rigoureux. Je dirais que ce nouveau code, il est plus rigoureux en matière de promesses unilatérales et de pacte de préférence, donc il faut faire davantage attention. C'est que la jurisprudence avant, elle exigeait quand même souvent un concert frauduleux. Là, elle exige, le nouveau code, il exige simplement une connaissance. Donc ça va plus loin qu'avant. Donc il faut être assez prudent. Là, il y a une innovation en matière de promesses unilatérales. On n'est plus... Parce que la promesse unilatérale, c'est vraiment un engagement ferme de faire quelque chose. Et là, le droit est plus rigide qu'avant. Là, la sanction, si on le viole, c'est la nullité du contrat conclu en violation d'une promesse unilatérale. Alors on se demande si c'est supplétif ou impératif. Vous trouverez des articles de doctrine dans les deux sens. C'est aussi le problème avec ce nouveau droit. C'est que sur chaque disposition, c'est un droit qui est assez aléatoire pour l'instant, parce que sur chaque disposition, vous trouverez, il y a déjà des centaines d'articles qui ont été écrits, il y a plus d'une dizaine d'ouvrages, dont certains font 500 pages, hein, et il y a souvent des commentaires dans les deux sens. Donc, alors certains vous disent c'est supplétif, d'autres vous disent c'est impératif, et c'est vrai que là on ne sait pas trop, les deux interprétations sont possibles. Alors, les conditions générales de vente ou d'achat, elles sont codifiées. Il y a un article du nouveau code civil là-dessus qui a l'air de codifier grosso modo la jurisprudence, mais qui aura une influence quand même, je pense, parce qu'il pose les choses de façon assez stricte. Il dit que les conditions générales pour être opposables doivent être communiquer à l'autre partie et accepter. Donc communiquer et accepter. Donc il y avait déjà de la jurisprudence en ce sens, mais je pense que là, il se peut que les juges soient plus rigoureux parce qu'ils vont regarder les deux conditions de façon séparée et ils vont demander est-ce que ça a été communiqué, et donc mentionner simplement conformément aux conditions générales, ça ne vaut pas communication. Oui, donc il faut arriver à prouver qu'avant la conclusion du contrat, on a communiqué les conclusions générales. Après, on pourra toujours faire valoir que dans le cours des relations d'affaires, on les avait déjà communiquées avant, vous voyez, mais ça va être une condition appréciée, je pense, de façon assez stricte. Et qu'elles ont été acceptées. Alors, ça n'a pas forcément besoin d'être accepté par une signature, mais il faudra arriver à prouver l'acceptation, ou l'acceptation dans le cas des relations d'affaires. Après, ils nous disent également qu'en cas de contradiction, si les deux conditions étaient acceptées de part et d'autre, en cas de contradiction, eh bien, c'est seules les clauses non contradictoires s'appliquent. Et ils nous disent également que les clauses spéciales dérogent aux conditions générales. Donc, codification, mais peut-être aboutissant à une jurisprudence plus rigoureuse qu'avant. Avant de contracter avec quelqu'un, il y a des vérifications supplémentaires à faire, parce que le nouveau code civil adopte une conception un peu en retrait de la capacité des personnes morales. Le nouveau code nous dit que la capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet, tels que définis par leur statut, et aux actes qui leur sont accessoires dans le respect des règles applicables à chacune d'entre elles. Donc là, c'est un changement qui inquiète beaucoup pas mal de praticiens, parce que ça veut dire que si je contracte avec une société, éventuellement, il n'est pas forcément évident que mon contrat soit valable s'il est conclu en dehors de l'objet social de cette société ou s'il n'est pas utile à cet objet social. Alors, on peut se dire qu'en matière de société de capitaux, de société commerciale de capitaux, c'est peut-être pas très grave parce qu'il y a des articles du Code de commerce qui nous disent que un acte conclu par une société de capitaux en dehors de son objet social, lui, est néanmoins opposable, sauf mauvaise foi de ma part. Donc en matière de société de capitaux, on peut faire valoir peut-être que le droit spécial des sociétés commerciales déroge au droit commun du Code civil.
Bon, il y a des gens qui disent que c'est pas sûr, mais enfin au moins c'est un argument quand même sérieux qu'on peut faire valoir. En revanche, en matière de société de personnes, et notamment en matière de société civile, et si vous contractez avec une société civile, ben, cet article s'applique. Donc il faut vérifier si c'est bien conforme, enfin prévu par l'objet social et si c'est utile à l'objet social. Donc ça peut remettre en cause un certain nombre d'actes des sociétés civiles. Alors on sait déjà que les cautions des sociétés civiles en faveur d'une société commerciale étaient sujets à contestation. Là, je veux dire, la contestation, elle est multipliée par 2. Hein, donc éventuellement, il faut demander à son co-contractant, pour des actes importants, de compléter ses statuts pour être sûr que le contrat sera valable. Groupe de contrats. Alors là aussi, il faut faire attention parce que le nouveau code prévoit que lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'entre eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. Donc là, il faut faire attention parce que souvent maintenant, on conclut toute une série de contrats avec la même personne. Il y a déjà des règles dans ce cas-là au titre de la loi Macron, mais là, on a encore une règle supplémentaire à laquelle il faut faire attention et éventuellement l'exclure par mesure de précaution, puisqu'elle semble, on peut considérer qu'elle est peut-être supplétive. Alors, dernier point, et c'est peut-être un des plus importants, dans la négociation, il faut faire attention si on négocie avec des partenaires dépendants. Parce que, alors, sous l'empire du droit ancien, il y avait déjà un risque d'annulation d'un contrat lorsque, en négociant avec un partenaire dépendant, on commettait un abus de dépendance économique puisque la Cour de cassation l'assimilait à une violence économique. Mais c'était quand même limité à la dépendance économique. Et par ailleurs, il fallait donc une situation de dépendance économique, une exploitation abusive et la preuve d'une menace directe aux intérêts légitimes exercés sur la personne en situation de dépendance. Alors, le nouveau code civil, il va un peu plus loin dans le champ d'application de la dépendance, puisqu'il ne parle plus de dépendance économique, mais de dépendance tout court. L'article 1143 nouveau du Code civil nous dit « Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son co-contractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. » Donc ils ont supprimé l'adjectif économique. Donc ça veut dire maintenant, toute personne en situation de dépendance qui serait victime de cela peut faire valoir la nullité. Donc, alors personne ne sait exactement ce que ça veut dire, parce que au sens large, tout le monde est un peu dépendant de tout le monde. Hein. Il y a une situation de dépendance très fréquemment dans la vie économique. Et le problème, c'est que la dépendance économique, ce concept en droit, est défini de façon très limitative. Être en dépendance économique de quelqu'un, même si vous travaillez à 100% avec lui, vous n'êtes pas forcément dépendant économiquement de lui selon la jurisprudence. Être dépendant économiquement de quelqu'un, c'est ne pas avoir de solution de substitution. La jurisprudence considère par exemple qu'un concessionnaire exclusif n'est pas dépendant de son fournisseur. Pourquoi? Parce que bien qu'il soit exclusif, eh bien, dans la vie, en matière automobile par exemple, il y a 50 marques sur le marché. Même si je suis concessionnaire exclusif d'une marque qui fait 1% du marché, ou 2%, ou 5%, si mon contrat s'arrête, j'en ai 49 autres peut-être qui sont disponibles, et les marques, il y a des marques qui se créent à tout moment, il y a des marques qui cherchent des concessionnaires à tout moment. Donc un concessionnaire, d'après la jurisprudence, en l'état actuel du droit, n'est pas dépendant. Même s'il fait 100% de son chiffre d'affaires, il n'est pas en situation de dépendance économique. Et l'autorité de la concurrence et les tribunaux ont toujours posé des limites à la notion de dépendance économique. Là, il n'y a plus de dépendance économique, c'est la dépendance tout court. Un concessionnaire qui fait 100%, il dira « je suis dépendant ». Après, on peut se poser la question sur tous les contrats. Est-ce que la personne n'est pas dépendante ?
Donc là, ça fragilise quand même les contrats qui sont passés avec des partenaires dépendants. Alors ça a été très critiqué, hein, notamment par toutes les fédérations patronales qui ont protesté auprès de la chancellerie. Bon, la chancellerie a eu un discours un peu lénifiant en disant « vous inquiétez pas, c'est des contrats dans lesquels il y a une dépendance psychologique ou sociale ». Le problème, c'est pas marqué, hein, dépendance psychologique ou sociale, dans le nouveau code civil. Donc ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'il faut bien choisir ses partenaires. Alors, ce sont surtout les fédérations de PME qui ont protesté contre ça et qui ont dit « surtout ne nous protégez pas, on ne veut pas être protégé, on ne veut pas de dispositions sur la dépendance ou la dépendance économique. Parce que la conséquence de ça, c'est que moi, PME, je n'arrive plus à travailler avec les grands donneurs d'ordre parce que les donneurs d'ordre, ils ne veulent plus travailler avec des gens qui risquent d'être dépendants. » Et donc, les premiers à protester, ça a été les fédérations de PME qui ont dit surtout ne nous protégez pas, mais ils n'ont pas été entendus par la chancellerie. Donc après, simplement, il faut se dire, est-ce que je pourrais monter un argumentaire en défense? Est-ce que je pourrais dire non, il n'est pas dépendant? Ou bien est-ce que je pourrais dire nous sommes aussi dépendants l'un que l'autre? Parce que les dépendances réciproques s'annulent, hein, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, en matière notamment de clauses déséquilibrées. Est-ce que je pourrais dire que je n'ai pas abusé? Est-ce que je pourrais dire, alors il y a quand même une chose bien, c'est que, est-ce que je pourrais dire qu'il n'y a pas de lien de causalité entre ce que je demande et la situation de dépendance éventuelle? Est-ce que je pourrais dire que je n'en tire pas un avantage excessif? Je vous donne un exemple. Moi j'ai un procès actuellement où j'ai conclu à l'occasion de la résiliation d'un contrat, 200 transactions avec 200 concessionnaires. Il y en a 3 qui attaquent la transaction en disant qu'elle a été obtenue par violence, exploitation abusive d'un état de dépendance. Donc, on fait valoir, 1, ils ne sont pas dépendants, 2, on n'a pas abusé, 3, je n'ai pas obtenu quelque chose d'anormal. Même s'ils étaient dépendants, même si j'avais un peu abusé, je n'ai rien obtenu d'anormal. Et je n'ai pas obtenu d'avantage excessif parce que certains des procès sur lesquels on transige, avec d'autres, je les ai gagnés, avec certains, je les ai perdus. Et par ailleurs, ma transaction, j'avais de très bons arguments pour gagner. Donc, toutes les conditions, il n'y a pas d'avantage manifestement excessif. Et donc en fait, les 4 conditions qui sont cumulatives peuvent être déclinés quand même pour se défendre. Donc il faut un peu essayer de se dire tout ça. Donc vous voyez déjà, dans la façon de négocier, je pense qu'il faut être quand même plus prudent qu'avant. Il faut faire attention à la façon dont on négocie.